pas comme les créateurs l'a voulu, de fédération de tous les antivaleurs. Héritage Télévision, merci à tous de nous faire confiance et bienvenue dans cette grande édition du journal. Comme prévu, la cérémonie des remises et reprises à la Chambre haute du Parlement congolais a bel et bien eu lieu ce mardi 9 février. Alexis Tambwe Mwamba a officiellement passé les bâtons des commandes au doyen d'âge. Glorian Panga nous en fait les comptes rendus. Regardez. Léon Mamboléo prend désormais les commandes de la Chambre haute du Parlement en tant que doyen d'âge. Dans un climat de joie, Alexis Tambwe Mwamba, président sortant, a souhaité une bonne suite à son successeur. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres de l'ancien bureau. C'est notamment le deuxième vice-président, le rapporteur et le questeur adjoint. Bonne chance, président. Votre bureau est là. Ça va? Honorables sénateurs et chers collègues. Cette remise et reprise au Sénat intervient après la démission des 6 des 7 membres de la Chambre haute du Parlement, visés par des pétitions de déchéance. À noter que le vice-premier président, seul membre de l'ancien bureau restant, est de nouveau visé par une motion des pétitions, par une motion des déchéances. Cette pétition a été déposée au bureau d'âge du Sénat. Autre chose à présent, une cérémonie des remises et reprises s'est déroulée toujours ce mardi 9 février à l'Assemblée nationale entre le bureau d'âge et celui définitif, Christian Bosso, élu président et installé récemment, va être assisté de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président, Vital Banoé-Sizé comme deuxième vice-président, Joseph Lembi comme rapporteur et Colette Tchomba, rapporteur adjoint, Angèle Tabou et Jean-Pierre Kanefou sont respectivement questeur et questeur adjoint. Dans le reste de l'actualité justement, entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier, puis ratifiée quelques jours après, la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf, est une institution économique qui présente plusieurs avantages pour la République démocratique
du Congo. À cet effet, notre rédaction a rencontré Jean Bosco Kaomba, économiste des questions. Il répond aux questions de Fabrice Tita dans ses propos. Suivez. Alors, l'adhésion dans la zone de libre-échange permettrait à la République démocratique du Congo d'exporter facilement sans subir ce qu'on appelle la fiscalité douanière et d'importer sans subir aussi ce qu'on appelle la fiscalité douanière. C'est-à-dire que c'est la suppression des barrières douanières qui permettrait à la République démocratique du Congo d'importer et d'exporter librement. Et donc les produits de la République démocratique du Congo seront vendus dans des États membres de la zone de libre-échange et cela profiterait à la République démocratique du Congo et nous devons suffisamment réaliser des excédents qui, plus tard ou très tôt par ailleurs, pourraient permettre à la République démocratique du Congo d'enregistrer des excédents qui pourraient éliminer les tendances déficitaires. Alors, cette zone de libre-échange profiterait pour des États qui ont de façon générale enregistré un déficit économique de pouvoir bénéficier des excédents réalisés par les autres pays membres de la communauté économique qui est la zone de libre-échange. Ici, nous ne disons pas que la République démocratique du Congo serait tout simplement profiteuse. Mais ici, la République démocratique du Congo, qui présente une économie complètement fiscalisée, parafiscalisée, il sait que lorsqu'elle importe, les produits importés subissent ce qu'on appelle une fiscalité ou une parafiscalité. Et donc, du moment où nous adhérons à la zone de libre-échange, nous mettons fin à ce qu'on appelle les barrières douanières. Et donc, c'est une forme de manque à gagner pour la République démocratique du Congo par le fait que nous n'allons plus, cette fois-là, recevoir les recettes liées à la parafiscalité, c'est-à-dire à la taxe et aux impôts enregistrés au niveau de la douane. Donc, de façon générale, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire que nous allons réaliser des manques à gagner parce que nous avons une économie complètement fiscalisée, une économie d'importation et d'exportation. La majeure partie de nos recettes viennent de l'import. Et puis, vous le savez, en République démocratique du Congo, la mission de l'informateur est désormais bouclée. L'heure est à l'attente de la nomination du Premier ministre qui va succéder à Ilunga Ilunkamba. Et la question que d'aucuns se posent, celle de savoir quel est alors le profil du nouveau locataire de la primature. À quoi doit-il s'attaquer premièrement? Tentative de réponse dans ce récit qui porte la signature de Michael Mutula. Dans l'attente d'informateurs du gouvernement ou du prochain Premier ministre, plusieurs questions continuent à alimenter les débats autour du profil de cet homme d'État, plaque tournante du gouvernement. Des avis restent partagés quant aux critères qui feraient l'objet de cette nomination. La société civile du Haut-Katanga estime que peu importe les camps politiques d'où proviendrait le patron de la primature, ce qui est souhaitable, c'est de le voir travailler pour l'intérêt de tous. Nous demandons au président de la République, que ce soit un politicien, que ce soit un indépendant, mais il faut regarder le profil de celui qui va occuper ce poste. D'abord, c'est quelqu'un qui doit être rassembleur, c'est-à-dire qui n'est pas conflictuel, quelqu'un quand même qui a de l'expérience, quelqu'un qui est en mesure d'écouter et de mettre en harmonie les ministres, le président de la République, même l'Assemblée. Je pense que c'est avec tous ces éléments qu'on peut parler d'un Premier ministre digne. Et parmi les enjeux de taille sur lesquels devraient se focaliser les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la rétrocession de 40% aux provinces n'est pas à négliger, poursuit Safi Thérèse, team leader du cadre de concertation de la société civile. De mettre d'abord à la disposition des provinces les 40%. Les 40% vraiment doivent revenir aux provinces. De deux, il doit regarder et il doit comme qu'il y ait la sécurité dans le pays. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Le remaniement peut se faire sans aucun souci, mais si la population qui est au centre d'intérêt ne se retrouve pas, cela est une peine perdue, ont estimé certaines bouches. Changeons des chapitres à présent pour parler éducation. Les autorités de la province du Kassai central ont décidé la reprise des activités dans les universités et instituts supérieurs depuis ce lundi 8 février, et cela 2 semaines
Après le dernier cas de coronavirus signalé dans la province, plusieurs établissements universitaires ont reçu les étudiants dont la plupart affirment être soulagés, mais la menace d'une multiplication des cas de coronavirus fait craindre à certains l'hypothèse d'une nouvelle suspension des activités académiques dans les tout prochains mois. Plusieurs universitaires redoutent en tout cas notamment qu'une multiplication des cas de coronavirus ne conduise à nouveau à une suspension des activités académiques. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo où au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues. Tel est le bilan d'une nouvelle incursion des miliciens dans le territoire des Béni, une attaque qui intervient 24 heures après le massacre de 5 personnes. Mondi Lalonga. Encore des morts dans l'est de la RDC. Environ 12 civils ont été abattus le soir du lundi 8 février en territoire de Béni au Nord Kivu. Des sources proches de la société civile qui rapportent la nouvelle aux médias parlent d'une incursion de plus dans le village Kitovira à 3 km de Mwenda au pied du mont Rwenzori. Ces habitants de Mwenda qui passaient leur nuit en brousse par crainte d'une attaque surprise ont été exécutés à partir de 22h locales, informe un responsable de la société civile. Pour sa part, Muvungu Iteni, chef du village Mwenda, explique qu'un grand nombre de victimes a été tué à coups de machette et de bâton. Dans les heures qui suivent, le bilan risque de s'alourdir car plusieurs personnes restent encore disparues. Dimanche dernier, 5 autres personnes ont été tuées dans la localité voisine d'Alungapa. Ces dernières années, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est de la RDC. La semaine passée, l'armée a annoncé avoir installé son quartier général avancé à Goma en vue de suivre de près l'évolution de la situation comme promis par le chef de l'État. Le lieutenant général Obedi Wabasira, sous-chef d'état-major général des FARDC en charge des opérations, a aussi noté que l'armée était en phase d'évaluation de ses capacités opérationnelles. Par ailleurs, de Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Butembo et Béni, le gouverneur du Sud Kivu sensibilise la population à collaborer avec l'armée et la police. Alors que des efforts sont fournis d'un côté, un élu national craint le pire. Le député Gratien Irakan lance un appel au chef de l'État Félix Tshisekedi sur le risque des nouvelles attaques contre des civils à Ituri. Sa crainte fait suite à l'absence de prise en charge des miliciens qui se sont rendus en marge du programme DDR. Pour rappel, plus d'1 millier de rebelles de la Codeco ont déjà déposé leurs armes, résultat de la dernière mission dépêchée par le chef de l'État. Cependant, des centaines de miliciens FRPI ont quitté leur site de précantonnement près de Guéti, suite à l'absence de prise en charge. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kabula-Katoué a remis ce mardi 9 février aux personnes vivant avec handicap un lot important des machines à coudre, des machines à BV2 sur filage et des prothèses, des béquilles ainsi que des cannes. Cette cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Reportage Esther Diour et Basil Blali. En remettant ce lot constitué de 100 machines à coudre, 30 machines de surfilage, des béquilles, des prothèses et des cannes, Jacques Kabula-Katoué vient de concrétiser la promesse faite 6 jours seulement après aux personnes vivant avec handicap regroupées au sein de la Ligue provinciale. Cette remise témoigne de l'attention du gouverneur de province aux problèmes que rencontrent ces personnes vulnérables. C'est entre autres leur autonomie ainsi que leur mobilité. Un blessé de guerre encadré par la Ligue qui a reçu ses prothèses les a enfilées sur place et a marché sur ses 2 pieds à la grande satisfaction de l'assistance. Chose qui n'a pas laissé indifférent le président de la Ligue des personnes vivant avec handicap. Celui-ci n'en a que des mots justes à l'endroit du donateur Jacques Kabula-Katoué. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est avec un grand plaisir que la communauté des personnes vivant avec handicap du Haut-Katanga vient de recevoir les lots de machines que vous nous aviez promis l'autre fois. Vous avez prouvé que vous êtes un homme du réalisme. Vous aviez promis et vous avez réalisé. Nous en sommes convaincus que vraiment que Dieu vous accorde longévité, succès et réussite dans votre mandat. Avec à ses côtés la commissaire provinciale en charge du social
Jacques Kaboula Katoué visitera par la suite le siège de la Ligue situé derrière l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ce cadre dépourvu de tout nécessite l'intervention du gouverneur dans sa réhabilitation. Pendant ces temps, une commission mixte au ministère du Genre, de la Santé et des Infrastructures est descendue ce mardi 9 février à l'hôpital général des Diazans au Sendoué. L'objectif était d'évaluer les coûts des travaux de réhabilitation d'un bloc qui devra abriter le centre de services intégrés de prise en charge de victimes de violences sexuelles. Reportage. C'est au nom du gouverneur de province que cette commission mixte, conduite par son directeur de cabinet, Jean-Petit Moukena, a effectué la descente de ce bloc qui sera réhabilité par le gouvernement provincial du Haut-Katanga avec l'appui logistique du Fonds des Nations Unies pour la population. La délégation ministérielle, composée de la patronne du genre, famille et enfants, son collègue de la santé et de membres du cabinet du gouverneur, a suivi les explications du chef de bureau de l'UNFPA, partenaire au projet. Ce centre de services intégré sera compartimenté en 4 pour les services d'urgence gratuits de prise en charge des victimes de violences sexuelles, a rassuré le ministre provincial de la Santé. C'est un projet de clinique unique au sein d'un même endroit pour la prise en charge holistique des cas de victimes de violences sexuelles. Le même projet a été déjà réalisé avec l'appui de l'UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies pour la population à Goma, à Kinshasa, et cette fois-ci, c'est Lubumbashi qui veut mettre en place cette politique. Puisqu'avant, les victimes étaient prises en charge médicalement dans une clinique et il fallait d'autres composantes, notamment juridiques, et le processus de réinsertion était fait aussi ailleurs. Cette fois-ci, tout ce paquet sera organisé au sein de l'hôpital Sendoué et les victimes de violences sexuelles seront prises en charge de manière holistique dans un même endroit pour éviter, n'est-ce pas, la stigmatisation et les déplacements sur de longues distances. Par la suite, la ministre du Genre et toute sa suite se rendront au bureau de l'escadron pour la protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles. Ici, elle sera rejointe par le ministre des Infrastructures afin de constater l'état du bâtiment. Constat alarmiste fait par le numéro 1 des infrastructures à l'issue de cette visite et des échanges avec les responsables de ces services. Nous avons été dépêchés par l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, ici à l'escadron de la protection et des violences faites à la femme, pour constater un peu l'état des lieux des infrastructures. Nous avons fait les constats et nous avons constaté vraiment que les conditions des détenus sont vraiment déplorables et qu'il y a urgence. Et nous allons faire rapport à l'autorité provinciale et je crois que d'ici là, une solution sera trouver le plus tôt possible. Ainsi, les travaux de réhabilitation de tout ce bâtiment seront-ils lancés incessamment sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Kaboula Katoué. Toujours ici dans la province du Haut-Katanga, le commissaire provincial de l'environnement, Mireille Kiloufia, s'est entretenu ce mardi 9 février avec le consultant FAON Victor Kangila. C'était sur les projets de la forêt Miombo. Au sortir de l'audience, Victor Kangila s'est confié au micro d'Esther Diour et Basile Blali. Nous avons été reçus par Madame le commissaire provincial à la charge de l'environnement dans le cadre du projet gestion communautaire des forêts Miombo, piloté pour le compte du gouvernement congolais par la FAO. Et il y a une activité prévue qui doit commencer maintenant, mais qui nécessitait l'implication de l'autorité provinciale. C'est comme ça que nous sommes venus parler de ça avec Madame. Il est question d'élaborer la stratégie provinciale de duplication des acquis de la foresterie communautaire dans le Haut-Katanga. Et pour ça, la stratégie étant un document officiel d'aide à la prise de décision à l'échelle d'une entité comme la province, il était plus normal pour nous de solliciter l'implication de l'autorité, de Madame la commissaire, pour appuyer la mise en place de l'équipe multi-acteurs qui va travailler avec les consultants identifiés pour élaborer
stratégie et aussi son plan d'action, mais aussi solliciter l'agenda de l'autorité pour le lancement officiel de cette activité dans les prochains jours. Sa réaction était très bonne et comme d'habitude, nous saluons ça et nous pensons que ça sera matérialisé au plus vite pour aider la province du Haut-Katanga, qui est une province pionnière en matière de la foresterie communautaire, de capitaliser tous les acquis et essayer de se projeter dans les jours à venir et comment est-ce qu'elle entend encore mieux faire pour que ce processus qui est très salutaire puisse aider à la gestion durable des écosystèmes des forêts de Nyongo, mais aussi à la gestion durable des ressources forestières de la République, mais aussi et surtout contribuer substantiellement au développement des communautés locales. Parlons à présent des informations au-delà de nos frontières. Direction tout d'abord en Égypte, où l'ouverture du passage d'Rafah intervient alors que les pourparlers interpalestiniens se tiennent au Caire et doivent s'achever au plus tard ce mardi 9 février. C'est un reportage de nos confrères de Africa News. Le passage de Rafah, principale porte d'accès à la bande de Gaza, est désormais accessible. Mardi, de longues files de véhicules tentaient de rejoindre l'Égypte. Le Caire a annoncé l'ouverture de la frontière avec la bande de Gaza pour une durée indéterminée. Le terminal de Rafah, frontalier de l'Égypte, est largement resté fermé ces dernières années. Le Caire invoquait des menaces pour sa sécurité. Cela faisait 6 mois que j'attendais que le passage rouvre. Ces fermetures à répétition m'ont fait rater mon premier semestre à l'université. J'espère qu'il va rester ouvert de manière permanente. Ce passage doit être ouvert 24 heures sur 24 toute l'année. Nous avons des crises humanitaires très graves. L'ouverture du passage de Rafah intervient alors que des pourparlers interpalestiniens se tiennent au Caire et doivent s'achever ce mardi. Cette réunion des ministres arabes des Affaires étrangères tourne autour des développements régionaux des politiques de la nouvelle administration américaine et s'intéresse également à la structure et au fonctionnement de la Ligue arabe. Dans le reste de l'actualité en international, nous sommes en Chine où un animal qui n'a pas encore été identifié serait probablement à l'origine de la pandémie à coronavirus. C'est la conclusion des experts de l'Organisation mondiale de la santé après leur mission d'1 mois à Chine. Eronius. Au terme de leur mission en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'un animal à l'origine de la pandémie de Covid-19 est la piste de recherche la plus probable. Les experts ont toutefois échoué à conclure avec certitude et davantage de précision sur l'origine du SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 vient peut-être d'une transmission zoologique, mais l'animal hôte n'est pas encore identifié. La Chine, de son côté, n'écarte pas l'hypothèse d'une transmission du virus via des produits alimentaires surgelés importés de l'étranger. Vous l'avez entendu, le professeur Wanyan a livré les détails et la conclusion est que nous n'avons pas trouvé de traces fortes de contagion liées au Covid-19 avant décembre 2019, ni à Wuhan, ni ailleurs. Les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019. Trouver les origines de la transmission du virus à l'homme aiderait à mieux lutter contre une possible nouvelle épidémie. Les experts de l'OMS estiment hautement improbable l'hypothèse que la pandémie ait pu avoir pour origine la fuite d'un laboratoire. Le rôle dans la pandémie du marché de Wuhan, où sont vendus des animaux sauvages vivants, reste à ce jour inconnu. Selon les estimations, depuis son apparition il y a un peu plus d'1 an, le Covid-19 a tué plus de 2 325 000 personnes dans le monde. Page noire avant de refermer complètement cette édition du journal. Albert Léou, correspondant des Héritages Télévision à Kasumbalesa, a tiré sa révérence depuis ce mardi 9 février des suites d'une courte maladie. Son corps est gardé à la morgue Sodimiko, toujours à Kasumbalesa. En entendant le programme des obsèques, Célestin Tomba nous fournit plus de détails.
Je suis Albert Léou, correspondant de Héritage Radio-Télévision. Je couvre des zones comme Kasumbalé Sadouane, Moussochi Sodimiko, Sakanya et où l'actualité m'amène. C'est une voix qui s'éteint dans les domaines médiatiques. Rédacteur en chef de la radio-télévision Kasumbalesa, Albert Léou a été correspondant d'Héritage Radio-Télévision depuis 2017. Journaliste talentueux et dévoué à son métier depuis le début de l'année 2012, Albert Léou Sekel Bondo a remporté plusieurs prix des meilleurs reporters dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Au niveau du bureau des votes lycée Mère Francisca à Kasumbalesa, où les votes se déroulent très bien, surtout dans l'ensemble du territoire de Sakanya, qui compte 3 grands centres au niveau de Kasumbalesa. C'est ici où nous sommes, mais aussi notamment au niveau de Mokambo et Sakanya. Après avoir perdu sa femme et son fils aîné à la fin de l'année 2020, Albert Léou a souffert pendant quelques semaines avant de rendre l'âme dans la nuit de ce mardi 9 février 2021. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. C'est même la fin de cette édition du journal préparée par toute la rédaction de Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. À très bientôt.